quittons enfin Kima. Je pense qu'on va partir, c'est... Ça ne fait que 4 mois. Une nouvelle piste et de nouveaux indices relancent de nouvelles recherches pour retrouver Lynette Hooker, près de 2 mois après que son mari a déclaré qu'elle avait disparu en mer. Et maintenant, l'histoire de Brian Hooker est passée au crible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis Anne-Jeannette Levy et voici Law and Crime. Cela fait 8 semaines éprouvantes pour la famille et les amis de Lynette Hooker. La mère, la fille et l'épouse a disparu, et son mari, Brian Hooker, est dans le collimateur des forces de l'ordre, même s'il n'a pas été inculpé d'un crime. C'est le 5 avril que Brian Hooker a signalé qu'il était séparé de son épouse Lynette lorsqu'elle est tombée de leur canot pneumatique et a été emportée par le courant avec les clés de leur bateau, Soulmate. Quittant enfin Kima. Je pense que nous allons quitter le... Ça ne fait que 4 mois. Le couple adorait naviguer et vivait même sur leur voilier. Ils ont documenté leurs aventures sur un compte TikTok, The Sailing Hookers, et même sur YouTube. Deuxième jour de la traversée du golfe du Mexique. Ils ont tout fait. Navigation, plongée sous-marine, paddle. Le 4 avril, les Hookers étaient sur l'eau dans la mer d'Abaco, aux Bahamas. Les enquêteurs ont déclaré que Brian Hooker affirmait avoir été obligé de pagayer jusqu'à la rive et d'appeler à l'aide après avoir été séparé de Lynette. Brian a été détenu et interrogé en lien avec la disparition de Lynette, mais les autorités bahaméennes l'ont relâché sans le mettre en examen. Brian Hooker a nié toute implication dans la disparition de Lynette. Je veux être parfaitement clair à ce sujet. Des messages ont révélé que Brian Hooker avait raconté à des amis ce qui s'était passé lorsqu'il s'était séparé de Lynette. Un ami a écrit « Est-ce qu'on vient de vous voir aux infos ?» ABC World News a dit que Lynette était tombée du bateau. Hooker a répondu « Oui, mon frère, j'en ai bien peur. Elle est tombée du canot pneumatique dans une mer agitée en revenant vers le voilier. Le vent m'a éloigné d'elle et elle a nagé vers le voilier. Nous nous sommes rapidement perdus de vue car le soleil allait bientôt se coucher. J'ai dérivé et j'ai essayé de pagayer avec une rame pendant les 7 heures suivantes jusqu'à ce que j'échoue derrière la côte de l'île voisine et que je puisse obtenir de l'aide. Finalement, nous cherchons toujours. Il se passe beaucoup de choses. Merci de prendre de nos nouvelles. Se retrouver aux infos, c'est un énorme poids. Et je viens de recevoir, il y a quelques minutes, mon tout premier appel d'un média. L'ami a répondu « Tu es dans nos prières ». Hooker a répondu « Merci mon ami ». Notre famille vit un enfer en ce moment. Les secours viennent d'appeler et ont dit qu'ils avaient fouillé plusieurs zones aujourd'hui, mais sans succès. Ils vont repartir demain, mais une tempête arrive mercredi. Brian Hooker a aussi appelé un ami, un échange publié en ligne. Elle a essentiellement juste passé par-dessus bord du canot pneumatique au milieu d'un petit coup de vent, avec des rafales à plus de 20 nœuds qui sont apparus, et sur un trajet de peut-être un demi à 3/4 de mile pour revenir au canot. Échoué. Nous ne portions pas de gilet de sauvetage. C'était le coucher du soleil, et le soleil s'est couché à peine 10 minutes après qu'elle soit tombée à l'eau. L'annexe n'est-elle pas partie avec elle, parce que ce n'était attaché à rien ni à personne, et elle avait la clé de rechange de l'annexe dans son sac étanche qui était avec elle. Mais la fille de Lynette, Carly Aylesworth, a été sceptique quant à l'histoire de son beau-père dès le début. Elle s'est exprimée auprès de Law and Crime en avril. Je pense que la seule chose dont ils ont des preuves, ce sont juste des messages textes évoquant des problèmes de relations passées. Et pour l'instant, ce ne sont que du oui-dire, pas de véritables preuves. Mais je ne sais pas si ma grand-mère ou l'ami de ma mère a plus de preuves, parce que ma mère ne se confiait pas autant à moi au sujet de ses problèmes de couple. Mais j'ai juste dit qu'ils avaient une relation difficile. J'ai dit cela à la garde côtière quand nous avons parlé, et j'ai expliqué que leur relation était difficile et que ça empirait quand ils buvaient. Donc je suis juste inquiète parce qu'il a déjà proféré des menaces par le passé. Donc j'essaie juste de m'assurer que sa colère ne l'a pas submergé et qu'il n'a pas commis l'irréparable. Donc je veux juste m'assurer que c'était simplement un accident avant de... Je pense que mes soupçons sont fondés.
Carly Ellsworth a affirmé que Brian Hooker pouvait devenir violent quand il buvait. J'ai entendu d'autres amis à elle dire qu'elle avait affirmé qu'on n'était pas en sécurité avec lui. Parce que quand il se met en colère, il peut devenir effrayant et violent. Je ne l'ai jamais vu frapper fort, mais il étrangle les gens en les attrapant par le cou. Donc, oui, Et t'as vu ça? je l'ai déjà vu faire ça à sa fille. Donc, on dirait que Carly Ellsworth ne croit pas à ce que raconte son beau-père. Et il semble que les gardes-côtes américains n'y croient pas non plus. Le 14 mai, les gardes-côtes ont annoncé que des agents de l'unité d'enquête avaient saisi le voilier Hooker, Soulmate. Les gardes-côtes ont diffusé des photos d'agents saisissant le Soulmate dans le cadre de leur enquête criminelle en cours. Un communiqué de presse a indiqué que le bateau avait été saisi à 40 milles nautiques au large de Melbourne, en Floride, lors d'une opération complexe de surveillance et d'interception. Cela s'est passé le 14 mai, et maintenant, environ 2 semaines plus tard, CBS News cite une source proche de l'enquête qui affirme que la version de Brian Hooker ne correspond pas aux preuves recueillies et analysées par les enquêteurs. CBS News rapporte que les autorités bahaméennes ont accordé à la garde côtière la permission de fouiller une zone de la mer d'Abaco qui n'avait pas encore été explorée. Après que les données GPS du Soulmate ont semblé raconter une histoire différente de celle que Brian Hooker avait racontée. NBC News a cité une source selon laquelle les plongeurs ont fouillé la mauvaise zone de la mer d'Abaco en se basant sur les indications de Brian Hooker. Et maintenant, les plongeurs prévoient de retourner dans la bonne zone en se basant sur les données GPS recueillies à bord du Soulmate. J'ai contacté les gardes-côtes. Un porte-parole a refusé de commenter ces informations, invoquant l'enquête criminelle en cours. Pour discuter de tout cela, je souhaite accueillir Alex Beer. Il est plongeur médico-légal. Il a déjà mené ce type de recherche sous-marine dans des affaires criminelles. Merci beaucoup, Alex, de m'avoir rejointe. Je vous suis vraiment reconnaissante. Merci de m'avoir invité. Qu'en pensez-vous de nouvelles informations que nous recevons d'eux? Selon des informations de presse, la garde côtière aurait apparemment trouvé des preuves dans les données GPS montrant que l'histoire de Brian Hooker ne correspond pas aux données GPS. Selon des informations de presse, la mauvaise zone a été fouillée à cause de ce qu'il a dit. Maintenant, ils vont retourner et fouiller une autre zone à environ 7 mètres sous l'eau. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas surpris. Le CGIS, le service d'enquête de la garde côtière, fait un travail remarquable. C'est un groupe très talentueux. Je ne suis donc pas étonné qu'ils aient relevé des incohérences et obtenu plus d'informations des appareils électroniques. Je pense que cela a toujours soulevé des questions et a certainement été un point central de l'enquête. Et maintenant qu'ils l'ont, je ne suis pas surpris. Je ne pense pas que le délai les aide. Vous savez, cela fait 2 mois, je crois, depuis l'incident. Et cela ne va certainement pas faciliter les choses. Cela va certainement rendre la tâche plus difficile pour eux. Et c'était justement ma prochaine question. Cela fait 8 semaines que Lynette a disparu. Et donc, cette eau, si disons, elle était assez agitée, comme l'a affirmé Brian Hooker, pour qu'elle soit séparée de lui, tu sais, elle serait passée sous l'eau. Disons qu'elle, Dieu nous en préserve, s'est noyée et est passée sous l'eau. Elle aurait coulé au fond. Et puis, à un moment donné, tu sais, la nature suit son cours. Explique-nous en gros ce qui se passe quand quelqu'un se noie, surtout dans un océan ou une mer agitée. Oui, il y a un phénomène appelé la remontée du corps, où généralement une personne qui se noie ou qui a coulé au fond, ou peu importe la situation, finit par remonter à la surface lorsque le corps commence à se décomposer. Et les facteurs qui jouent un rôle dans ce phénomène peuvent être, tu sais, le type de corps, ce qu'ils ont mangé, les vêtements qu'ils portaient, la température de l'eau, la profondeur de l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qui vont déterminer à quelle vitesse cela commence à se produire. Si c'est assez profond, ils peuvent ne jamais remonter à la surface parce qu'à mesure que le corps se décompose et que ces gaz s'accumulent, ils te rendent à nouveau flottant. À une certaine profondeur, la pression devient insurmontable. Donc selon la profondeur, je veux dire, si c'est 8 mètres, ce n'est pas assez profond. Mais, et le délai là-bas aux Bahamas avec l'eau chaude ne serait pas très long. Et cela ne tient pas compte des choses comme la prédation, les animaux et la faune qui, pour ainsi dire, se nourriraient là où pourraient éventuellement causer plus de dégâts
et influencer cela aussi? Ce qui m'intéresse, c'est la chronologie ici. Le 14 mai, la garde côtière annonce qu'elle a saisi Soulmate. Et maintenant, nous approchons de la barre des 2 semaines depuis cet événement. Nous venons tout juste de dépasser la barre des 2 semaines. Et maintenant, des rapports sortent indiquant qu'ils ont des données GPS montrant que Brian Hooker, son histoire ne correspond pas aux données GPS. Donc, ils vont fouiller une autre zone. D'après les informations, la garde côtière a reçu l'autorisation du gouvernement des Bahamas de revenir, d'envoyer des plongeurs et de fouiller une autre zone. Bien sûr. Donc, je suis sûre qu'ils examinent tout sur ce bateau, Soulmate. Il y a eu un autre rapport plus tôt concernant une caméra infrarouge sur le bateau qui aurait pu être examinée. Je veux dire, j'imagine que ces bateaux sont équipés de toutes sortes d'appareils qui enregistrent des données en permanence. Ensuite, il y a aussi le téléphone de Brian Hooker qui pourrait également transmettre des données. Oui, je veux dire, ce genre d'enquête avec des appareils électroniques, des caméras, des cartes mémoire, ça prend du temps. Et il faut une équipe incroyablement compétente pour aller là-bas et extraire ce genre d'informations. Et je suis sûr que c'est ce qu'ils font. Je veux dire, c'est probablement l'un des axes principaux de leur enquête. Cela leur donnera, espérons-le, une piste sur laquelle se concentrer. Et ensuite, à partir de là, vous savez, la garde côtière fera des recherches en surface comme elle le fait lors des opérations de recherche et de sauvetage, où ils prendront en compte les informations météorologiques et les données basées sur les courants, les marées, les vents et les conditions météorologiques, pour estimer où cette personne aurait pu finir après avoir dérivé en surface. Et ils sont très doués pour ça. Ensuite, d'un point de vue sous-marin, vous savez, ces choses-là ne bougent pas autant. Vous savez, tout ce qui pourrait être là-dessous a de fortes chances d'y être encore. Et je ne sais pas. Je sais que l'équipe que je dirige ici en Floride, nous avons effectué des plongées pour les gardes-côtes parce que dans notre région, ils n'ont pas de plongeurs. Et je suis sûr qu'ils feront venir une équipe dont ils ont besoin et tout le personnel nécessaire pour s'occuper de l'aspect sous-marin, au moins pour vérifier la zone et voir s'ils peuvent trouver quelque chose qui indiquerait qu'elle s'y trouvait à un moment donné. Si tu reçois un appel des services d'enquête des gardes-côtes et qu'ils te disent « Hé Alex, on va t'envoyer aux Bahamas et on veut que tu fasses une plongée pour chercher et voir ce que tu peux trouver », dis-moi ce qui te passe par la tête quand tu reçois cet appel et à quoi tu dois faire face. Eh bien, je pense que la première chose, c'est de rassembler l'équipe, non? Donc, réunir le bon groupe. Il y a des personnes dans mon équipe qui sont naturellement douées pour la plongée et qui sont vraiment très fortes pour retrouver des choses. Et vous savez, ça vient de l'entraînement et simplement de l'expérience. Donc, je veux dire, en rassemblant l'équipe, qu'est-ce qu'on va vouloir apporter? Quel genre de, vous savez, sans connaître la zone, des choses comme des propulseurs sous-marins pour plongeurs afin de faire des recherches plus larges sans autant d'efforts. Ainsi, vous utilisez moins d'air en nageant avec vos palmes. Et puis simplement prendre connaissance des lieux en arrivant, se familiariser avec le terrain et l'eau, et voir, vous savez, à quoi vous avez affaire. Ensuite, préparez le plan. Comment fouiller ce lieu? Allons-nous probablement quadriller la zone et faire une section à la fois, commencer à éliminer morceau par morceau, puis déplacer ce quadrillage et élargir de plus en plus jusqu'à ce que, vous savez, nous ayons épuisé tous les efforts pour localiser tout type de preuves liées à l'affaire. Mais ça va être un défi. Je veux dire, comme nous l'avons mentionné, cela fait 8 semaines maintenant. Je veux dire, la probabilité de trouver quoi que ce soit, le temps est vraiment essentiel dans une affaire comme celle-ci. La probabilité de trouver quelque chose reste faible. Lynette pourrait toujours être sous l'eau. C'est possible. Nous avons vu ce qui est arrivé dans l'affaire Lassie Peterson. Mais c'était un cours d'eau différent cependant. Oui, c'est sûr. Des circonstances différentes, il pensait qu'elle avait été lestée dans ce cas-là. Nous ne connaissons pas vraiment toutes les circonstances entourant cela. Nous avons le récit de Brian Hooker, et c'est tout ce que nous savons. Nous ne savons rien d'autre qui aurait pu se passer ici. Nous n'avons que des spéculations et des soupçons sur ce qui a pu se passer. Donc, je veux dire, quelle est la probabilité qu'elle soit encore sous l'eau et qu'il trouve quelque chose? C'est vraiment difficile à dire. C'est vrai, tu as raison. Le temps écoulé n'a pas aidé dans cette enquête pour retrouver quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là.
mais ça n'a certainement pas facilité les choses. Je veux dire, à ce stade, dans une eau de mer chaude et tropicale, tu chercherais des os, pas autre chose. Si ça n'a pas été déplacé, ou si en fait elle est dans l'eau. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas, mais c'est un plan d'eau différent de celui de Lassie Peterson. Nous avons traité ici des affaires non résolues vieilles de 50 ans, où nous avons retrouvé, tu sais, les os et les restes des victimes. Mais elles étaient dans un canal. Elles n'allaient pas bouger. Elles étaient dans une voiture, donc un peu confinées. Mais ce n'est pas impossible, c'est juste que c'est certainement plus difficile, c'est sûr. Il y a aussi une possibilité. L'histoire de Brian Hooker est tout simplement fausse. Eh bien, C'est sûr, oui. Qu'elle n'est pas dans l'eau. Elle pourrait être ailleurs. On ne le sait pas, mais ils doivent avoir des soupçons qu'elle est dans l'eau s'ils font replonger les plongeurs. Ou est-il possible qu'ils soient simplement en train d'écarter cette zone? je pense qu'il faut épuiser toutes les possibilités du mieux qu'on peut. Je sais que les gens sont frustrés. Je sais que tout le monde veut des réponses. Donc, je pense que, du point de vue de l'enquête policière, il faut explorer toutes les pistes possibles pour pouvoir dire qu'on a vraiment tout fait. À mon avis personnel, hein, je ne vois pas pourquoi on aurait fait quoi que ce soit sur la terre ferme aux Bahamas, où c'est un petit archipel avec peu d'espace, comme enterrer quelqu'un ou quelque chose, ce serait bien plus facile. Vous savez, d'après mon expérience, quand les gens veulent se débarrasser de quelque chose ici en Floride, ils le jettent. Vous voyez, si c'est une arme à feu utilisée dans un crime, ils la jettent dans le lac ou dans le canal en pensant que personne ne la retrouvera jamais. Mais si vous avez les bonnes informations et un bon point de départ, et que c'est précis, vous avez de très bonnes chances de retrouver ces choses-là. Maintenant, la localisation GPS en soi, c'est très bien. C'est un point de départ, mais c'est une localisation générale. Vous savez, c'est très différent de dire je sais que c'était juste ici. Et nous avons eu des cas comme ça où quelqu'un a dit écoutez, j'étais debout ici, je l'ai jeté là-bas et nous allons dans 10 pieds d'eau sans aucune visibilité. Et il est là. Comme quoi, il n'a pas bougé. Vous savez, si elle est remontée à la surface, si c'est ce qui s'est passé, alors là, on est exposé à toutes sortes d'autres choses. Et avec le Gulf Stream et tout le reste, vous savez, ça fait une zone immense. Et, vous savez, donc je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, mais vous avez raison, la probabilité est vraiment faible. Il y avait un intervalle de plusieurs heures ici entre le moment où Brian Hooker et Lynette sont partis en annexe et le moment où il a signalé sa disparition. Oui. Vous savez, Il a signalé cet incident, cet appel de détresse signalant sa disparition. Donc, il y a une autre possibilité ici. Vous savez, j'essaie de lui accorder le bénéfice du doute, mais il y a une possibilité qu'elle soit alourdie et qu'elle soit là-dessous. C'est une possibilité. c'est une possibilité, et je pense, vous savez, il faut prendre la dernière position GPS connue que vous avez peut-être, placez un repère là, prenez la plage horaire, marquez quelle distance vous pouvez parcourir dans ce laps de temps avec une ficelle et tracez un grand cercle. C'est dans ce cercle que cela a pu se produire. C'est 9 heures, même sur un voilier qui fait 6 nœuds, disons, sous moteur, c'est une grande zone, mais c'est votre point de départ. Et ensuite, vous savez, vous élargissez à partir de là. Et ça va demander énormément de ressources et de temps. Et vous savez que c'est ça le travail. C'est ce que vous savez, c'est pour ça que vous êtes là. À un moment donné, je suis sûr qu'ils vont finir par arrêter les recherches et devront avancer avec ce qu'ils ont. Mais c'est ça aussi le problème, hein, c'est ce que c'est une zone tellement vaste à couvrir. Et qu'en est-il d'utiliser un sonar à balayage latéral, vous savez, avant de plonger? Ou est-ce que ça ne fonctionnerait pas dans une situation comme celle-ci? Non, je veux dire, il y a 2 mois peut-être. Le sonar, vous savez, le sonar, c'est génial. C'est un excellent outil. C'est bien meilleur pour trouver de gros objets que pour trouver des personnes dans une vaste étendue d'eau. Si vous êtes dans un canal avec un sonar à balayage latéral, c'est une autre histoire. C'est un espace très confiné et cette image vous saute aux yeux. Lors des recherches en pleine mer avec un sonar à balayage latéral, ce n'est vraiment pas aussi utile. Vous savez, l'autre chose avec le sonar, c'est qu'il donne un meilleur retour sur un objet dur. Donc, le métal, une voiture, un bateau,
quelque chose comme un objet coulé. Cela vous donne un retour très net et clair. Le sonar ne donne pas de bons retours sur les corps humains, surtout après 2 mois. Au début, oui, mais pour quelqu'un n'ayant jamais utilisé le sonar, ce n'est pas évident, ce n'est pas comme si la présence d'une personne était flagrante. Parfois, ce n'est qu'un détail. Truc qui ressort par rapport au reste et tu te demandes qu'est-ce que c'est. Et ensuite, il faut quand même envoyer un plongeur sur place pour confirmer si c'est ceci ou cela. Je pense qu'à ce stade, le sonar à balayage latéral ne vous serait pas utile. Je suis curieuse de voir ce qui en ressortira s'il y a un résultat. Je sais que toi aussi, Alex. Moi aussi, tu sais, je ne connais aucun des acteurs de l'enquête. Mais je connais CGS et j'ai déjà travaillé avec eux. C'est un groupe incroyablement talentueux. Ils connaissent les défis qui les attendent et je soupçonne qu'ils réalisent que ce sera une tâche difficile. Mais vous savez, c'est faisable. Cela va simplement demander beaucoup de coopération et beaucoup de travail acharné. Je sais qu'ils sont prêts pour cela, mais ce sera un défi aussi bien pour les plongeurs que pour les enquêteurs. Sans aucun doute. Je veux dire, 2 mois plus tard, comme je l'ai dit et comme vous le savez, le temps presse. Oui, merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissante pour votre temps. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Lynette Hooker est priée de contacter l'unité d'enquête de la garde côtière. Et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Anne-Jeannette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.